L'Imperium ne connaît ni pitié ni gaspillage. Chaque corps possède une fonction. Chaque fonction nourrit la machine de guerre qui s'étend sur 1 million de mondes. Certaines tâches exigent plus que la vie. Elles réclament l'effacement progressif de toute mémoire d'avoir été humain. Les serviteurs lobotomisés ne pleurent pas leurs conditions, car le souvenir leur a été arraché par bistouri et fils synaptiques. Les mineurs de radium d'Armageddon descendent dans des puits où la lumière elle-même pourrit, leurs chromosomes se désintégrant cellule après cellule, jusqu'à ce que leurs enfants naissent sans forme reconnaissable. Les scribes du Departamento Monitorum transcrivent des rapports de perte pendant 80 années standards, leurs yeux consumés par les colonnes de chiffres qui énumèrent des milliards de morts sans nom. La chair se consume, la santé mentale s'effondre, l'espoir devient un luxe oublié depuis des générations. L'Imperium persiste parce que ses sacrifices anonymes nourrissent son mécanisme éternel. Les gisements de Prométhéum d'Epsilon Majoris 7 brûlent depuis 3000 ans sans interruption. Leurs veines souterraines enflammées par une guerre oubliée, dont même les vainqueurs ont disparu. Les extracteurs descendent chaque rotation dans des galeries où l'air atteint 400 degrés standard, portant des combinaisons de refroidissement fabriquées sur des forges-mondes qui n'existent plus. Leur espérance de vie se mesure en cycles de travail. 27 descentes pour les plus résistants, 12 pour la moyenne, 5 pour ceux dont les organes internes cuisent trop rapidement. Le prométhéum récolté alimente les flottes de guerre qui quadrillent le segment Obscurus, chaque litre extrait valant exactement le coût biologique de son extraction. Les corps remontent carbonisés, leurs combinaisons soudées à la chair par la chaleur, et sont immédiatement remplacés par de nouveaux condamnés prélevés dans les ruches surpeuplées de la planète supérieure. Les administratums ne gaspillent rien. Les cendres des morts enrichissent les jardins hydroponiques des secteurs nobles, créant une boucle parfaite de sacrifices et de consommation. Les raffineries orbitales reçoivent le prométhéum encore fumant, traité par des technoprêtres dont les augmentations ont remplacé tout système respiratoire biologique. Leur rapport de production ne mentionne jamais les extracteurs, seulement les volumes et les quotas. Chaque million de litres correspond à 1000 vies consumées, une équation que personne ne formule, mais que tous acceptent comme nécessité impériale. Les familles des extracteurs reçoivent une compensation. 3 jours de rations supplémentaires et l'exemption temporaire des prélèvements de la dîme pour leurs enfants survivants. Cette grâce dure exactement 1 génération avant que les descendants rejoignent à leur tour les galeries incandescentes, perpétuant un héritage de combustion lente gravé dans les registres généalogiques du Monitorum. La planète elle-même s'enfonce progressivement, ses fondations géologiques affaiblies par des siècles d'extraction, créant des effondrements qui engloutissent quartiers entiers sans avertissement. Les sismographes impériaux enregistrent ces catastrophes comme variation acceptable du rendement opérationnel. Les titans du Legio Mortis reviennent de campagne couverts d'une patine que nul solvant industriel ne peut dissoudre entièrement. Sang xénos cristallisé, résidus de plasma ionisé, fragments de chair humaine fusionnés au blindage par des températures de combat, cendres radioactives, d'atmosphère planétaire consumée. Les serviteurs d'entretien travaillent suspendus par harnais magnétiques le long de jambes hautes comme des cathédrales, grattant manuellement chaque couche de carnage séché avec des outils qui n'ont pas évolué depuis l'âge des luttes. Leur combinaison de protection se désintègre après 40 heures d'exposition aux toxines imprégnées dans l'adamantium, libérant des vapeurs qui corrodent les poumons en 3 respirations. Le remplacement s'effectue sans interruption du cycle de nettoyage, les nouveaux serviteurs enjambant les corps convulsés de leurs prédécesseurs pour continuer exactement là où le travail s'était arrêté. Les technoprêtres supervisant ces opérations calculent qu'un titan warlord nécessite la vie de 93 serviteurs pour retrouver sa pureté rituelle après une campagne standard, chiffre qu'ils transmettent au Departamento Monitorum comme simple donnée logistique. Les compartiments internes exigent une décontamination encore plus délicate.
Les réacteurs plasma fuient des radiations qui transforment les tissus osseux en poudre friable. Les systèmes de ciblage émettent des fréquences qui liquéfient les globes oculaires. Les sanctuaires du princeps conservent des traces psychiques des milliers d'ennemis tués qui s'incrustent dans les esprits non protégés comme des échardes invisibles. Les équipes de nettoyage interne durent rarement plus de 2 cycles avant que leur système nerveux ne cède sous l'accumulation de contaminations croisées. Leurs successeurs trouvent parfois leur corps recroquevillé dans des conduits d'aération, momifiés par des chaleurs résiduelles, et les évacuent sans cérémonie vers les incinérateurs de biomasse. Les registres du Legio n'enregistrent pas ces pertes individuellement, seulement le tonnage total de matière organique consumée mensuellement, statistique que les magis comparent au rendement d'autres légions pour optimiser les procédures de purification. La sainteté d'un titan se mesure en vies humaines dissoutes dans son entretien. Équation théologique que nul ne questionne car les machines-dieux doivent marcher, et marcher propre, vers les guerres qui ne cesseront jamais. Le Departamento Munitorum entretient sur Terra une chambre souterraine, s'étendant sur 47 km², creusée 300 mètres sous les fondations du palais impérial, où 600 000 scribes enregistrent manuellement chaque perte militaire impériale survenue dans la galaxie. Les serviteurs cogitateurs transmettent des flux ininterrompus de données depuis 10 000 secteurs, mais la doctrine administrative exige une transcription humaine pour chaque mort confirmée, car les machines peuvent être corrompues et seule la souffrance d'un scribe garantit la véracité sacrée du registre. Chaque scribe occupe une alcôve de 1 mètre sur 2, équipée d'un pupitre incliné, d'une lampe à prométhéum produisant une lumière jaune constante, et d'encre dont la composition chimique provoque des nécroses progressives des phalanges après 15 années d'exposition quotidienne. Ils transcrivent des noms, matricules, classifications de mort, coordonnées planétaires, unités d'affectation, dans une écriture gothique miniaturisée qui compresse 80 décès par page. Les pages remplies descendent par convoyeurs pneumatiques vers des archives encore plus profondes que nul vivant n'a visitées depuis la guerre civile de l'hérésie, créant des strates géologiques de mortalité documentées qui s'enfoncent dans la croûte terrestre comme une histoire inversée de l'impérium. Les scribes travaillent en shift de 16 heures, séparés par 4 heures de sommeil, dans des dortoirs adjacents où les ronflements de milliers d'hommes et femmes épuisés créent une rumeur organique qui ne cesse jamais. Leur alimentation consiste en pâtes protéiques calculées pour maintenir la fonction cognitive minimale sans gaspiller de ressources sur le plaisir ou la vitalité. Après 20 années de service, 82% développent une cécité partielle causée par la lumière perpétuelle et la fixation microscopique, leurs yeux blanchissant progressivement jusqu'à ce qu'ils ne distinguent plus que les contours flous de leur propre écriture. À ce stade, ils sont transférés vers des chambres de dictée où ils récitent oralement les données que d'autres scribes transcriront, prolongeant leur utilité jusqu'à ce que leur corde vocale se déchire ou que leur mémoire s'effondre sous le poids de milliards de morts mémorisées. Les suicides restent rares car l'épuisement mental efface progressivement toute volonté individuelle, ne laissant qu'un réflexe pavlovien d'inscription qui persiste même pendant le sommeil, certains scribes traçant des matricules imaginaires sur leurs draps avec des doigts déformés par l'arthrite. Les erreurs d'enregistrement entraînent des pénitences calculées pour ne jamais tuer mais toujours mutiler, ablation d'un doigt pour chaque matricule incorrecte, flagellation mesurée pour les fautes de classification, jeûne prolongé jusqu'à la limite de la défaillance organique pour les omissions. Ces punitions sont administrées publiquement dans des amphithéâtres de correction où 1000 scribes assistent en silence, leurs propres mains tremblant imperceptiblement au-dessus de leurs pages. La précision s'améliore après chaque démonstration, créant une courbe statistique que les administrateurs en chef présentent comme preuve de l'efficacité de la discipline. Certains scribes atteignent 80 années de service, leur corps courbé en forme permanente de leur posture de travail, leurs esprits devenus de purs mécanismes de transcription, incapables de formuler une pensée non liée au protocole d'enregistrement. À leur mort, leurs noms rejoignent les registres qu'ils ont passé leur vie à compiler, une seule ligne parmi des milliards,
attestant qu'ils ont existé précisément assez longtemps pour documenter l'effacement de millions d'autres. Les archives continuent de croître, consommant chaque année davantage de volumes souterrains, s'étendant vers le noyau planétaire comme si Terra elle-même se transformait lentement en un mausolée comptable de toutes les guerres impériales, passées et futures, gravées dans la chair épuisée de ceux qui les énumèrent sans jamais les comprendre. Les forges-mondes du Mechanicus produisent annuellement 3 milliards de serviteurs, créatures hybrides où la biologie humaine rencontre la machinerie impériale dans une symbiose qui efface toute frontière entre outils et esclaves. Le processus commence dans les cuves d'acquisition, bassins remplis de gel amniotique synthétique, où flottent des condamnés, des déficients cognitifs, des criminels mineurs dont la sentence a été commuée, en transformation perpétuelle. Les technoprêtres ne considèrent pas cette conversion comme punition, mais comme élévation, un passage de la chair faillible vers la perfection mécanique, bien que cette perfection implique l'extraction chirurgicale de tout ce qui constitue la conscience individuelle. Les lobotomies s'effectuent selon des protocoles vieux de 10 millénaires, scalpel laser traçant des sillons précis dans les lobes frontaux pour supprimer la volonté, l'imagination, la mémoire autobiographique, ne laissant que les fonctions motrices et les capacités d'obéissance réflexe. Les cerveaux ainsi vidés deviennent des substrats neuronaux où peuvent être gravés des impératifs binaires simples, porter, soulever, calculer, réparer, tuer. Chaque serviteur reçoit une programmation spécifique correspondant à sa future fonction, inscrite directement dans ses synapses par des aiguilles neuroconductrices qui traversent le crâne en 47 points d'insertion standardisés. Les augmentations physiques suivent une logique purement utilitaire. Les bras humains sont remplacés par des manipulateurs hydrauliques capables de soulever 3 tonnes, mais incapables de caresser. Les jambes par des pitons de stabilisation qui permettent de rester debout pendant 100 heures consécutives, mais interdisent toute démarche naturelle. Les serviteurs destinés aux environnements toxiques reçoivent dans des poumons synthétiques, filtrant les atmosphères corrosives, tout en supprimant définitivement leur capacité à respirer l'air pur, créant une dépendance permanente aux zones contaminées qu'ils sont censés entretenir. Ceux assignés au calcul balistique voient leurs yeux remplacés par des optiques télescopiques greffées directement dans les nerfs optiques, leur conférant une vision qui perce l'obscurité et mesure les distances avec une précision millimétrique, mais qui transforme le monde en grille de données, dépourvues de couleur ou de beauté. Les modifications ne cherchent jamais à améliorer l'existence du serviteur, seulement à optimiser sa fonction productive, jusqu'à ce que chair et machine ne forment plus qu'un seul mécanisme interchangeable. La maintenance des serviteurs révèle l'étendue de leur déchéance. Leurs composants organiques pourrissent lentement, non remplacés, tant qu'ils conservent une utilité marginale, créant des puanteurs de nécrose que les serviteurs eux-mêmes ne perçoivent pas car leurs centres olfactifs ont été désactivés. Les infections se propagent dans les tissus restants, contenus uniquement par des injections automatiques d'antibiotiques rudimentaires qui maintiennent la décomposition à un rythme gérable plutôt que de la guérir. Certains serviteurs fonctionnent pendant des décennies avec des organes internes liquéfiés, leur cavité corporelle remplie de pus et de bile, que des pompes mécaniques drainent continuellement dans des réservoirs dorsaux qu'ils transportent comme des bosses grotesques. Leurs visages, lorsqu'ils en conservent, figent progressivement en masques cireux dépourvus d'expression, la peau se tendant sur des os que la malnutrition chronique rend saillants. Les yeux restants fixant le vide avec une absence totale de reconnaissance, même lorsqu'ils croisent d'anciens camarades ou membres de leur famille biologique, désormais inaccessibles derrière le mur neurologique de la lobotomie. Les forges assignent les serviteurs selon des algorithmes d'efficience qui ne considèrent jamais leur origine. Un ancien professeur universitaire devient une unité de levage dans les soutes à munitions. Ses connaissances accumulées effacées pour faire place à la simple capacité de déplacer des caisses d'obus pendant 18 heures quotidiennes. Une mère de 7 enfants se transforme en serviteur médical, ses mains autrefois douces recablées
pour effectuer des amputations de champs de bataille, avec une rapidité qui ignore totalement la douleur des patients, car l'empathie a été excisée en même temps que son humanité. Les enfants nés avec des malformations mineures deviennent des composants de systèmes de ciblage, leurs petits corps enchâssés dans des tourelles automatiques où ils passeront leur existence entière à calculer des trajectoires pour des armes qu'ils ne comprendront jamais. Cette réaffectation radicale suit une logique que le Mechanicus considère comme sacrée. Rien dans l'univers n'existe sans fonction, et la chair humaine non optimisée constitue un gaspillage théologique que la conversion en serviteur rectifie absolument. Certains serviteurs conservent des fragments de conscience malgré la lobotomie, anomalie neurologique que les technoprêtres cataloguent sans chercher à les corriger tant que la fonction primaire reste intacte. Ces êtres piégés hurlent silencieusement derrière des bouches soudées ou des gorges remplacées par des vocalcodeurs monofréquences, conscients de leur transformation, mais absolument incapables d'y résister ou même de la communiquer. Ils exécutent leurs tâches programmées tout en expérimentant une terreur permanente que nul ne détecte ni ne soulagerait s'il la détectait, car leur souffrance psychologique n'affecte pas leur rendement opérationnel. Les décennies s'écoulent pour eux dans une torture mentale que la mort seule interrompra. Et même celle-ci arrive selon les termes du Mechanicus. Lorsque leurs composants organiques cessent définitivement de fonctionner, leurs parties mécaniques sont récupérées, nettoyées et greffées sur de nouveaux corps lobotomisés, perpétuant ainsi leur servitude au-delà même de l'effondrement biologique. Les forges ne gaspillent rien, pas même l'agonie, car chaque circuit neuronal torturé prouve que la chair peut être domptée, remodelée, vidée de toute prétention à l'autonomie et transformée en extension pure de la volonté du Dieu-machine dont les fidèles servent avec une dévotion qui ne distingue plus entre vénération et lobotomie industrielle. Les mines de sacropoudre d'Ophélia 7 s'enfoncent dans des strates géologiques formées par la compression de milliards de cadavres saints, ossements de martyrs et pèlerins morts lors des guerres de l'apostasie il y a 4000 années standard. L'ecclésiarchie proclame ces gisements bénis, leurs particules imprégnées de foi fossilisées, et exige leur extraction pour fabriquer les encens liturgiques brûlés dans chaque cathédrale impériale à travers la galaxie. Les mineurs descendent par ascenseur gravitique dans des puits où l'air lui-même scintille de fragments osseux en suspension, chaque respiration inhalant des microgrammes de sang pulvérisés qui se logent dans les alvéoles pulmonaires comme des échardes microscopiques. Les combinaisons respiratoires fournies par l'administratum datent de modèles conçus pendant la Grande Croisade, leurs joints de caoutchouc durcis par les siècles, leurs filtres obstrués après 3 heures d'utilisation, par la densité même de la matière qu'ils sont censés bloquer. Les mineurs apprennent rapidement que respirer à travers ces masques défaillants provoque une suffocation plus rapide que d'inhaler directement la poussière sacrée, choix qui n'en est pas un car les 2 options mènent à la même mort calcifiée. Les symptômes apparaissent après 6 semaines d'exposition continue. Les poumons commencent à durcir, leurs tissus mous se transformant progressivement en substances crayeuses que les chirurgiens barbiers des camps miniers identifient comme ossification pulmonaire spontanée, processus par lequel le corps tente d'expulser la poussière inhalée en l'encapsulant dans du calcium, créant involontairement des concrétions internes qui réduisent la capacité respiratoire de 5% chaque mois. Les mineurs toussent des fragments blancs qui ressemblent à des esquilles d'os, crachant littéralement leurs propres poumons transformés en reliques. L'ecclésiarchie collecte ces expectorations calcifiées, les bénit comme manifestation secondaire de sainteté, et les incorpore dans les phylactères vendus aux pèlerins fortunés à travers le secteur. Cette économie sacramentelle ferme une boucle théologique parfaite. Les morts anciens deviennent poussière. La poussière consume les vivants. Les vivants deviennent reliques. Les reliques enrichissent l'Église, qui administre les mines, produisant la poussière originelle. Aucun mineur ne survit plus de 3 années standards, durée précisément calculée par les actuaires ecclésiaux pour maximiser l'extraction, avant que l'ossification complète ne rende le travailleur inutile. Les galeries s'étendent sur 100 km de profondeur, creusées à la main, car les foreuses mécaniques
pulvérisent trop finement les ossements et réduisent leur valeur liturgique. Les mineurs utilisent des pics bénis dont chaque coup doit être accompagné d'une prière spécifique, rituel qui ralentit considérablement la production, mais que l'ecclésiarchie impose sous peine d'excommunication posthume, menace terrifiante pour des populations dont la foi représente l'unique consolation face à leur agonie respiratoire. Les veines les plus riches contiennent des concentrations de saints majeurs, reconnaissables à la luminescence phosphorescente de leurs os millénaires, et leur extraction requiert des cérémonies de purification durant lesquelles les mineurs doivent jeûner pendant 72 heures, tout en continuant leur labeur. Ces périodes de privation accélèrent dramatiquement la progression de l'ossification pulmonaire, le corps affamé cannibalisant ses propres tissus pour produire le calcium nécessaire à l'encapsulation de la poussière sacrée, créant une spirale d'autoconsommation que les prêtres superviseurs interprètent comme preuve de dévotion exemplaire. Les baraquements de surface abritent 15 000 mineurs dans des structures de tôle ondulée où la poussière sacrée pénètre par chaque fissure, transformant l'air en brume blanchâtre, même pendant les heures de repos. Les familles vivent ensemble dans cette atmosphère sanctifiée, enfants et nourrissons inhalant dès la naissance les particules qui détermineront la durée de leur existence. Les bébés nés dans ces camps développent une capacité pulmonaire réduite de 40% comparée aux standards humains, leur premier cri étouffé par des poumons déjà encombrés de matière sainte. L'ecclésiarchie interdit toute évacuation médicale, car abandonner les mines constituerait une désertion face aux devoirs sacrés, doctrine renforcée par des sororitas de l'ordre de la flamme purificatrice, stationnés en permanence pour prévenir toute tentative de fuite. Les exécutions publiques de déserteurs s'effectuent par inhalation forcée de poussière concentrée. Condamnés attachés dans des chambres scellées où des ventilateurs projettent des nuages de sacropoudre jusqu'à ce que leurs poumons se solidifient entièrement en quelques heures d'agonie suffocante. Leurs cadavres préservés dans des poses de convulsions, pétrifiés, exposés comme avertissement aux autres mineurs. La production annuelle d'Ophelia 7 alimente 300 000 cathédrales réparties sur 200 mondes du Segmentum Pacificus, chaque gramme de sacropoudre ayant coûté exactement 87 respirations humaines selon les calculs des administratums. Les prêtres balançant leurs encensoirs dorés lors des messes solennelles ignorent généralement cette arithmétique mortelle, bien que certains théologiens l'incorporent dans leurs homélies comme preuve de la dimension sacrificielle inhérente à toute vénération impériale authentique. Les fumées d'encens montant vers les voûtes gothiques transportent avec elles des fragments moléculaires de milliers de mineurs morts, leur dernier souffle transformé en parfum liturgique, créant une communion posthume entre les fidèles respirant la fumée et les esclaves ayant péri pour la produire. Cette transsubstantiation involontaire ne trouble aucune conscience ecclésiaste car le sacrifice des masses laborieuses constitue le fondement même de l'architecture théologique impériale, structure qui ne tient debout que par l'écrasement permanent de ceux formant ses fondations invisibles. Les registres d'Ophelia 7 ne mentionnent jamais les noms individuels des mineurs, seulement le tonnage hebdomadaire de sacropoudre extrait et le taux de remplacement nécessaire pour maintenir les quotas. Les nouveaux arrivants proviennent de mondes surpeuplés, où la famine chronique rend l'offre de 3 repas quotidiens suffisante pour recruter des volontaires ignorant la nature exacte du travail proposé. Ils découvrent la vérité lors de leur première descente, respirant pour la première fois l'air chargé qui scellera leur destin, mais aucun vaisseau ne les ramènera jamais vers leur planète d'origine, car les contrats ecclésiaux stipulent un engagement jusqu'à incapacité terminale, clause dont l'ambiguïté juridique se résout toujours en faveur de l'Église. Leurs corps ossifiés sont finalement broyés et réintégrés au gisement même qu'ils ont passé leur vie à extraire, fermant le cycle sacramentel et garantissant que même dans la mort, leur substance continuera de servir la glorification impériale à travers les siècles. Les secteurs condamnés des vaisseaux ruches existent dans un état de quarantaine perpétuelle, compartiments entiers scellés après des incidents que les archives Administratum classifient sous des codes n'autorisant aucune consultation sans sanction capitulaire. Contamination warp non résolue,
infestation Genestealer incomplètement purgée, mutations radiologiques échappant au protocole d'éradication standard, zone où la réalité elle-même s'est fracturée lors de transitions warp catastrophiques, laissant des cicatrices dimensionnelles que nul navigateur ne peut refermer. Ces espaces ne peuvent être détruits sans compromettre l'intégrité structurelle des vaisseaux ruches abritant des milliards d'âmes, ni abandonnés car leur expansion progressive menacerait éventuellement les secteurs habitables adjacents. La solution adoptée par l'Administratum consiste à poster des gardiens humains aux interfaces entre zones condamnées et territoires vivants, sentinelles chargées de surveiller que rien ne franchisse les portes blindées scellées par bénédiction ecclésiaste et verrous mécaniques datant parfois de l'âge sombre de la technologie. Ces gardiens servent des rotations théoriquement limitées à 6 mois standard, durée au-delà de laquelle l'exposition aux émanations filtrant à travers les joints de confinement produit des altérations psychologiques irréversibles. Mais les relevés arrivent rarement car les bureaucraties impériales oublient systématiquement ceux assignés à des postes sans importance tactique immédiate. Les portes de confinement mesurent 15 mètres de hauteur, construites en adamantium forgé selon des rites perdus. Leur surface gravée de sceaux de bannissement en haute gothique que l'érosion temporelle rend progressivement illisible. Les gardiens occupent des alcôves creusées dans les murs adjacents, espace de 3 mètres carrés contenant une couchette métallique. Un vox communicateur connectant théoriquement au centre de commandement, mais ne produisant généralement qu'un grésillement statique. Et un arsenal rudimentaire comprenant un fusil laser dont la charge énergétique se dégrade lentement faute de maintenance régulière. Leur mission consiste à observer les portes, rapporter toute anomalie et empêcher quiconque de tenter une ouverture non autorisée. Objectif d'une simplicité trompeuse qui masque la détérioration mentale provoquée par la solitude absolue et les manifestations sensorielles émanant des zones interdites. Les bruits constituent la première agression. Grattements rythmiques contre le métal des portes, voix humaines récitant des litanies dans des langues n'ayant jamais existé, rires d'enfants provenant de secteurs évacués depuis des siècles où aucun enfant ne survit désormais. Les gardiens apprennent à ignorer ces stimuli, processus d'habituation qui érode simultanément leur capacité à distinguer les hallucinations auditives des menaces authentiques. L'isolation sensorielle amplifie chaque perception jusqu'à la distorsion. Les gardiens développent des conversations avec les voix filtrant à travers les portes, dialogues unilatéraux où ils répondent à des questions que personne ne pose, construisant progressivement des relations imaginaires avec des entités dont l'existence reste indémontrable. Certains rapportent des amitiés avec des survivants présumés piégés derrière les scellés, négociant quotidiennement des promesses de libération future qu'ils savent ne jamais pouvoir honorer. D'autres entendent des accusations, procès invisibles où des voix les condamnent pour des crimes qu'ils n'ont pas commis ou pour le crime fondamental d'être vivants, tandis que tant d'autres sont morts dans les zones qu'ils gardent. Ces psychoses induites suivent des schémas documentés par les rares commissaires visitant ces postes, schémas suffisamment prévisibles pour être considérés comme phase normale de l'assignation plutôt que comme justification de relève médicale. Le stade terminal survient lorsque les gardiens cessent de distinguer leur côté de la porte, persuadés qu'ils gardent non pas pour empêcher quelque chose de sortir, mais pour empêcher le reste du vaisseau ruche d'entrer dans ce qu'ils perçoivent désormais comme sanctuaire plutôt que tombe. Les provisions arrivent par convoyeurs automatiques mensuels, rations compressées calculées pour maintenir la survie biologique sans aucun égard au moral ou à la santé mentale. Les gardiens mangent mécaniquement, leurs papilles gustatives atrophiées par des années de monotonie nutritionnelle, leur métabolisme ralenti par l'absence totale d'exercice physique dans des alcôves trop exigus pour permettre autre chose que des mouvements minimaux, leur corps se détériore selon des trajectoires prévisibles. Atrophie musculaire, transformant les jambes en appendices squelettiques incapables de supporter le poids corporel. Ostéoporose progressive due au manque d'exposition à toute forme de lumière naturelle ou synthétique adéquate. Développement de carences vitaminiques, produisant des saignements gingivaux chroniques. Et une fragilité cutanée, telle que le simple frottement contre les murs métalliques, provoque des lacérations.
Les communicateurs Vox ne transmettent jamais de requêtes médicales, car la plupart des gardiens oublient progressivement qu'une assistance extérieure pourrait théoriquement exister, leur univers se rétrécissant jusqu'à ne plus contenir que l'alcôve, la porte et les voies. Certaines zones interdites manifestent des propriétés temporelles aberrantes, héritage de déchirures warp mal cicatrisées. Les gardiens assignés à ces secteurs expérimentent des dilatations chronologiques où leur rotation de 6 mois s'étire subjectivement sur des décennies ou se comprime en quelques jours selon des fluctuations que nul chronomètre ne peut mesurer avec fiabilité. Ils vieillissent à des rythmes variables, leurs cheveux blanchissant en semaines, ou leur corps conservant une jeunesse artificielle pendant des années, avant de s'effondrer brutalement en sénilité en quelques heures. Les relevés arrivant finalement à ces postes découvrent des squelettes en uniforme dont l'analyse osseuse suggère des âges impossibles, centenaires ayant servi des assignations officiellement documentées comme durant 8 mois, ou cadavres d'apparence juvénile dont les registres indiquent 40 années de service continu. L'administratum classe ces anomalies comme erreurs cléricales plutôt que d'investiguer des phénomènes défiant les cadres matérialistes sur lesquels repose l'administration impériale, préférant corriger les registres pour éliminer les incohérences plutôt que d'affronter leurs implications métaphysiques. Les rares gardiens récupérés vivants après des décennies d'oubli bureaucratique ne réintègrent jamais la société fonctionnelle. Leurs esprits ont été remodelés par l'isolement en structures psychologiques incompatibles avec l'interaction humaine normale, incapables de tolérer la présence d'autres personnes ou les espaces ouverts, paniquant violemment face à tout stimulus dépassant la monotonie sensorielle de leur alcôve. L'administratum les transfère généralement vers des asiles pénitentiaires où ils passent leurs années restantes dans des cellules reproduisant approximativement leurs anciennes conditions de confinement, seul environnement où ils peuvent encore fonctionner sans effondrement catatonique. Ils continuent parfois d'observer des portes imaginaires, rapportant à des supérieurs inexistants sur des menaces que personne d'autre ne perçoit, exécutant éternellement une mission dont ils ne comprendront jamais qu'elle s'est terminée, ou peut-être n'a jamais véritablement commencé. Les exterminatus laissent des planètes stérilisées où toute biosphère a été incinérée jusqu'aux fondations géologiques, atmosphère transformée en nuages toxiques gravitant autour de croûtes vitrifiées qui conservent l'empreinte fantôme de cités entières vaporisées en microsecondes. L'Inquisition ordonne ces annihilations pour contenir des corruptions que nul autre moyen ne pourrait éradiquer, sacrifiant des milliards pour préserver la pureté théologique de l'Imperium. Cependant, les planètes mortes conservent une valeur extractive que l'administratum refuse de gaspiller. Leur sous-sol intact contenant des minerais, des reliques technologiques, des vestiges archéologiques justifiant l'envoi d'équipes de récupération dans des environnements où chaque molécule d'air a été empoisonnée par des armes conçues pour ne laisser aucune survie possible. Les collecteurs descendent depuis des vaisseaux orbitaux dans des capsules blindées, portant des combinaisons environnementales censées les protéger pendant 48 heures standard avant que les radiations résiduelles et les toxines atmosphériques ne pénètrent les joints et commencent leur travail de dissolution cellulaire. La durée réelle de protection oscille entre 12 et 20 heures, selon la qualité de fabrication, variation dépendant de forge-monde dont les standards de production ont dérivé au fil des millénaires, sans que personne ne révise les spécifications officielles, toujours citant les performances originelles. Les surfaces planétaires post-exterminatus présentent des géographies figées en instants de catastrophe apocalyptique. Des silhouettes humaines cristallisées dans le verre fondu marquent les emplacements où des populations entières se tenaient lorsque les torpilles cycloniques ont frappé, leur posture préservant des gestes quotidiens banals interrompus par l'oblitération instantanée. Les collecteurs marchent entre ces statues involontaires, leurs bottes écrasant des cendres qui furent des enfants, des animaux domestiques, des arbres millénaires réduits à une uniformité grisâtre indistinguable. Leur mission consiste à localiser des installations souterraines ayant survécu aux bombardements orbitaux, bunkers militaires contenant des arsenaux récupérables, bibliothèques de données enfouies sous des kilomètres de roches maintenant des serveurs cogitateurs intacts,
chambres fortes ecclésiastes abritant des reliquaires que l'Inquisition elle-même ne savait pas devoir préserver avant d'ordonner l'annihilation. Les cartes fournies par l'administratum datent souvent d'avant les événements ayant nécessité l'exterminatus, rendant la navigation hasardeuse dans des paysages entièrement remodelés par des impacts énergétiques équivalents à des éruptions volcaniques simultanées. Les radiations pénètrent les combinaisons selon des modalités que les collecteurs apprennent à reconnaître par leurs symptômes corporels. Les nausées apparaissent en premier, violentes mais gérables, suivies d'hémorragies gingivales tachant l'intérieur des casques de traînées écarlates que les systèmes de recyclage atmosphérique tentent inutilement de filtrer. La peau commence à peler sous les combinaisons, grandes plaques d'épiderme se détachant et adhérant au tissu intérieur des combinaisons, créant une friction agonisante à chaque mouvement. Les cheveux tombent en touffes, obstruant les valves respiratoires et nécessitant des arrêts fréquents pour nettoyer manuellement les filtres, procédure exposant brièvement les collecteurs à l'atmosphère externe et accélérant leur contamination. Après 30 heures d'exposition continue, les organes internes commencent leur liquéfaction, processus ressenti comme une sensation de fonte intérieure, estomac et intestin se transformant en bouillie que le corps tente d'expulser par tous les orifices disponibles, remplissant les combinaisons de fluides biologiques que les systèmes de gestion des déchets ne peuvent traiter adéquatement, forçant les collecteurs à patauger littéralement dans leur propre déliquescence. Les quotas de récupération ignorent ces détériorations physiologiques. Chaque équipe doit extraire un tonnage minimal de matériel valorisable avant d'être autorisée à regagner les vaisseaux orbitaux, seuil calculé pour maximiser le rendement économique de chaque descente indépendamment du coût biologique. Les collecteurs incapables de marcher rampent vers les objectifs de récupération, traînant des sacs de reliques et composants technologiques dont la masse excède rapidement leur capacité de portage affaiblie. Certains meurent avant d'atteindre les points d'extraction, leur corps abandonné sur place car les combinaisons contaminées ne peuvent être remontées sans risquer de propager les radiations au vaisseau support. Leurs cadavres rejoignent les milliards déjà présents. Contribution minuscule à la nécropole planétaire, bien que leur équipement soit parfois récupéré lors de missions ultérieures, si les balises de localisation restent fonctionnelles assez longtemps. Les nouveaux collecteurs trouvent ces combinaisons vides, encore imprégnées des formes de leurs précédents occupants, tissus durcis par des fluides corporels séchés, et doivent les nettoyer sommairement avant de les enfiler, car l'administratum ne gaspille aucun équipement récupérable. Les installations souterraines découvertes révèlent parfois des populations ayant survécu initialement à l'exterminatus, réfugiées dans des bunkers prévus pour des sièges conventionnels, mais jamais pour des annihilations planétaires totales. Les collecteurs ouvrent des sas scellés et découvrent des milliers de cadavres momifiés, réserves d'air épuisées après des semaines d'agonie suffocante, corps entassés contre les portes dans des tentatives désespérées d'évasion vers une surface devenue plus mortelle encore que l'asphyxie lente. Les enfants sont généralement au centre de ces amas, protégés jusqu'au dernier instant par des adultes, dont les cadavres forment des barrières concentriques de sacrifice parental inutiles. Les collecteurs ignorent ces scènes, concentrés sur l'inventaire des caches d'armes, des générateurs encore fonctionnels, des banques de données contenant des informations tactiques ou administratives justifiant rétrospectivement l'investissement en vie collectrice. Les corps sont parfois poussés sans cérémonie pour dégager l'accès aux chambres fortes, ossements se brisant sous les bottes avec des craquements secs amplifiés dans le silence absolu des complexes morts. Certaines planètes exterminées manifestent des anomalies warp résiduelles, cicatrices dimensionnelles causées par la violence psychique de milliards d'âmes hurlant simultanément lors de leur annihilation. Les collecteurs opérant dans ces zones rapportent des hallucinations auditives, échos de dernières prières, pleurs d'enfants n'existant plus, accusations formulées par des voix réclamant des justifications que personne ne peut fournir. Ces phénomènes s'intensifient dans les secteurs ayant abrité des populations particulièrement denses, ruches planétaires où des dizaines de milliards périrent en quelques minutes, leur terreur collective imprégnant la réalité locale de résonance psychique que même l'incinération totale n'a pas dissipée.
Les collecteurs les plus exposés développent des fixations morbides, obsessions les poussant à compter les morts qu'ils croisent, à mémoriser les visages vitrifiés, à construire des généalogies imaginaires pour les cadavres anonymes. Ces déviations psychologiques ne justifient aucune intervention tant que les quotas restent remplis. L'administratum considérant la santé mentale comme luxe superflu pour des travailleurs dont l'espérance de vie post-mission dépasse rarement 3 semaines en raison des cancers fulgurants et défaillances organiques causées par l'exposition radiologique. Les matériaux récupérés transitent par des stations de décontamination orbitale où des serviteurs lobotomisés les nettoient de leur contamination surfacique avant redistribution à travers l'impérium. Les armes retrouvées, réarment des régiments de la garde. Les données alimentent des archives administratum. Les reliques enrichissent des collections ecclésiastes. Tous ces objets portant invisiblement les radiations et malédictions des mondes où ils furent récupérés. Personne ne trace ces contaminations résiduelles jusqu'à leur source. Et les épidémies de mutation ou foyers d'instabilité warp, émergeant parfois autour de ces artefacts, demeurent statistiquement acceptables dans la comptabilité macabre impériale, où quelques millions de morts additionnels ne pèsent rien face aux gains matériels justifiant l'exploitation continue de planètes que la logique elle-même suggérait d'abandonner définitivement. Les stations d'écoute mandévilliennes orbitent aux confins des systèmes stellaires habités, positionnées précisément aux limites où l'espace réel commence sa transition vers l'immatérium, frontière dimensionnelle que les navigateurs traversent lors de leur saut warp, mais que certains doivent surveiller en permanence pour détecter les anomalies précédant les émergences démoniaques ou les invasions xénos utilisant le warp comme vecteur d'infiltration. Ces stations abritent des équipes de veilleurs psioniques mineurs, individus dont les capacités psychiques demeurent insuffisantes pour les formations sanctionnées du Scholastica Psychana, mais suffisantes pour percevoir les distorsions dimensionnelles invisibles aux augures conventionnels. Leur sensibilité limitée constitue paradoxalement leur qualification principale, car les psycheurs puissants deviendraient rapidement fous ou possédés par l'exposition continue aux turbulences warp à cette proximité, tandis que les veilleurs mineurs peuvent maintenir leur santé mentale relative pendant des périodes mesurées en années plutôt qu'en semaines. Les stations ne possèdent aucune capacité défensive significative. Leurs armements consistant en une unique batterie lance-missiles conçue davantage pour l'autodestruction en cas de compromission que pour repousser des menaces authentiques. Leur fonction se limite strictement à l'observation et la transmission d'avertissements vers les mondes qu'elles protègent, sacrifice prévu dès leur construction. L'isolement des stations dépasse toute mesure humaine normale. Les plus proches habitations se trouvent à plusieurs unités astronomiques, distance rendant les communications par Vox sujettes à des délais de plusieurs heures entre émission et réception, transformant tout dialogue en échange asynchrone où les réponses arrivent longtemps après que les questions ont perdu leur pertinence. Les ravitaillements s'effectuent semestriellement par cargo automatisé dont les trajectoires sont calculées des mois à l'avance, laissant les veilleurs dans une autarcie presque totale, ponctuée de brèves fenêtres, où du matériel nouveau arrive sans contact humain direct, car les pilotes serviteurs ne descendent jamais de leur vaisseau. Les équipes comprennent généralement 12 veilleurs, nombre déterminé par des calculs actuariels, estimant qu'un groupe inférieur sombre dans la psychose collective par manque de diversité sociale, tandis qu'un groupe supérieur développe des factions internes menant à des violences fratricides dans l'espace confiné des habitats stationnaires. Cette population minimale crée une dynamique sociale toxique, où chaque individu connaît parfaitement les défauts et habitudes de tous les autres. Intimité forcée qui transforme des irritations mineures en haine consumante au fil des années de cohabitation obligatoire. Les veilleurs passent leur rotation de veille dans des chambres de méditation blindées contre les interférences électromagnétiques, espaces nus contenant uniquement un siège de contention et des électrodes crâniennes transmettant leurs impressions psychiques vers des cogitateurs enregistrant chaque fluctuation de leur activité cérébrale. Ils ouvrent leurs esprits au courant warp. Perception comparable à plonger sa conscience dans un océan de hurlements. Vision fragmentée de cauchemars
appartenant à des milliards d'êtres dispersés à travers la galaxie, dont les souffrances et terreurs s'écoulent perpétuellement dans l'immatérium. Les veilleurs mineurs ne comprennent pas ces visions, leur faiblesse psychique les protégeant d'une compréhension qui les détruirait. Mais ils ressentent les patterns, les rythmes, les intensités changeantes, permettant de distinguer le bruit de fond warp habituel des concentrations anormales signalant des événements requérant investigation. Chaque rotation de veille dure 8 heures durant lesquelles ils nagent mentalement dans cette cacophonie dimensionnelle, émergeant systématiquement avec des saignements de nez, des migraines perçantes et parfois des souvenirs parasites de vie qu'ils n'ont jamais vécus. Fragments psychiques arrachés au warp et collés accidentellement à leur propre conscience. Les effets cumulatifs de cette exposition érodent progressivement l'identité personnelle. Les veilleurs commencent à confondre leur propre mémoire avec les impressions warp résiduelles, incertains si telle enfance remémorée leur appartient réellement, ou s'ils l'ont absorbée lors d'une veille récente. Leur personnalité se fragmente en mosaïques instables, comportements et opinions changeant aléatoirement selon quels souvenirs parasites dominent momentanément leur conscience. Certains développent des convictions délirantes d'avoir vécu des dizaines de vies simultanément, se présentant différemment chaque jour en fonction de quelle identité fantôme contrôle temporairement leur psyché. Les protocoles médicaux des stations n'incluent aucun traitement pour ces dissociations, car elles affectent universellement tous les veilleurs après suffisamment de temps, acceptés comme coût opérationnel inévitable plutôt que pathologie requérant intervention. Les équipes apprennent à fonctionner malgré ne jamais savoir exactement à quelle version de leurs collègues ils s'adressent. Conversations devenant des navigations prudentes à travers des personnalités fluctuantes. Les détections authentiques surviennent rarement, peut-être 3 ou 4 fois par décennie standard, mais leur importance stratégique justifie théoriquement le maintien continu de centaines de stations à travers l'Imperium. Lorsqu'un veilleur perçoit une anomalie significative, il active des protocoles de transmission prioritaires, diffusant l'alerte vers toutes les installations militaires du système. Messages voyageant à vitesse lumière et arrivant donc avec des délais, rendant fréquemment l'avertissement obsolète avant réception. Les flottes impériales réagissent selon des doctrines rigides, déployant des forces de reconnaissance vers les coordonnées signalées, découvrant généralement soit rien, soit des catastrophes déjà consommées, car les émergences warp se produisent plus rapidement que les communications ne peuvent les anticiper. Les stations ayant émis des alertes me précisent, reçoivent des commandations officielles transcrites dans des registres que personne ne consulte, tandis que celles transmettant des fausses alarmes subissent des réductions de ravitaillement punitives, systèmes de récompense et punitions, appliquées avec une rigueur bureaucratique indifférente aux facteurs atténuants, comme la nature intrinsèquement imprécise de la divination psychique. Les durées d'assignation officielles s'étendent sur 5 années standards, après quoi les veilleurs devraient théoriquement être relevés et transférés vers des postes terrestres moins exigeants psychiquement. La réalité voit 87% des veilleurs mourir ou devenir irrécupérables avant d'atteindre cette limite. Leur psyché fragmenté au-delà de toute reconstitution, ou leur corps succombant aux tumeurs cérébrales induites par l'exposition warp chronique. Les quelques survivants rapatriés présentent des handicaps cognitifs permanents, incapables de former des souvenirs cohérents ou de maintenir une identité stable pendant plus de quelques heures consécutives, leurs esprits définitivement brisés en kaléidoscope de fragments incompatibles. L'administratum les place dans des asiles spécialisés où ils vivent leurs années restantes entourés d'autres veilleurs détruits, communautés de conscience éclatées, partageant un destin commun sans pouvoir communiquer significativement, car chacun habite un labyrinthe mental unique de mémoires vraies et parasites indistinguables. Certaines stations cessent brutalement toute transmission sans explication, leurs équipages disparus dans des circonstances que les investigations ultérieures ne clarifient jamais. Les vaisseaux de récupération trouvent des habitats intacts mais vides, repas inachevés, refroidissant sur les tables, journaux de bord interrompus au milieu de phrases banales. Aucun signe de lutte ou de panique précédant l'évaporation simultanée de 12 personnes. Les théories invoquent des enlèvements xénos,
des possessions démoniaques collectives, des suicides rituels coordonnés, mais aucune preuve ne soutient définitivement ces hypothèses. L'administratum remplace simplement les équipages perdus par de nouveaux veilleurs, ignorant le sort de leurs prédécesseurs, perpétuant un cycle où des centaines de psycheurs mineurs disparaissent chaque décennie dans le silence absolu des confins systémiques, leurs absences notées dans des registres classifiés avant d'être oubliées par une bureaucratie trop vaste pour pleurer ces innombrables sacrifices anonymes. Les processions liturgiques traversant les nefs cathédrales impériales exigent une atmosphère saturée d'encens, dont les fumées montent vers les voûtes gothiques en colonnes grises symbolisant les prières ascendantes des fidèles. Les turiféraires portent ces encensoirs, lourdes sphères de bronze suspendues à des chaînes qu'ils balancent rythmiquement pendant des heures de cérémonie continue, leurs gestes chorégraphiés selon des traditions remontant au 1er siècle de l'ecclésiarchie. Les encens brûlés ne contiennent pas uniquement des résines aromatiques mais des composés chimiques spécifiques prescrits par des grimoires liturgiques, mélange incorporant du mercure sublimé pour la blancheur de ses fumées, de l'arsenic pulvérisé censé purifier spirituellement l'atmosphère, du plomb réduit en poudre fine dont l'inhalation facilite prétendument la réceptivité aux vérités théologiques. Ces formulations datent d'époques où la distinction entre chimie et alchimie n'existait pas, leurs créateurs, ignorant ou négligeant délibérément les toxicités cumulatives au profit de symbolismes ésotériques aujourd'hui perdus, mais dont les recettes persistent dans les manuscrits ecclésiaux recopiés génération après génération sans jamais être questionnés. Les turiféraires inhalent ces fumées concentrées à chaque respiration pendant leur service, leurs poumons devenant les premiers filtres biologiques interceptant les métaux lourds avant que ceux-ci ne se dispersent parmi les congrégations. Les sélections pour la fonction de turiféraire privilégient les orphelins des scholas progenium, dont les aptitudes martiales ou intellectuelles demeurent insuffisantes pour les carrières militaires ou administratives, mais dont la piété compense les limitations. Ils commencent leur apprentissage vers 8 années standards, muscles juvéniles développant lentement la force nécessaire pour manipuler des encensoirs dont la masse atteint 15 kg lorsque chargés de charbon incandescent et résine compactée. Les premières années s'accompagnent de brûlures fréquentes, peau tendre cloque par le contact accidentel avec le bronze chauffé au rouge, cicatrices formant progressivement des motifs sur les avant-bras et mains, que les instructeurs interprètent comme stigmates de dévotion. Simultanément débute l'exposition chronique aux fumées toxiques, jeunes poumons absorbant quotidiennement des particules métalliques qui s'accumulent dans les tissus alvéolaires sans jamais être expulsés. Les enfants toussent fréquemment, expectoration teintée de gris métallique que les prêtres superviseurs bénissent comme manifestation de purification intérieure, doctrine transformant les symptômes d'empoisonnement progressif en signes de grâce divine. Vers 15 années, les turiféraires développent une pâleur caractéristique, leur peau prenant des tonalités cendreuses résultant de l'anémie induite par l'intoxication au plomb. Leurs capacités cognitives commencent à décliner subtilement, mémoire devenant poreuse, concentration fluctuante, tempéraments instables, oscillant entre apathie léthargique et irritabilité explosive. Ces changements neurologiques passent inaperçus dans un contexte où l'obéissance silencieuse constitue la vertu cardinale et où toute manifestation émotionnelle se voit réprimée par des pénitences corporelles. Les tremblements apparaissent ensuite, mains développant des secousses involontaires particulièrement prononcées lors des efforts de précision. Paradoxe cruel pour une fonction exigeant la maîtrise gestuelle parfaite du balancement d'encensoir. Les turiféraires compensent en serrant plus fermement les chaînes, articulations déformées par des années de préhension excessive, doigts se courbant progressivement en griffes permanentes, même au repos. Leurs démarches deviennent chaloupées, équilibre perturbé par des dommages cérébelleux que nul diagnostic n'identifie, car l'ecclésiarchie ne soumet ses servants à aucun examen médical régulier. Les cérémonies majeures durent parfois 12 heures continues, processions serpentant à travers des cathédrales, dont les dimensions atteignent des kilomètres,
Turiféraires, maintenant leur balancement rythmique, sans interruption, malgré l'épuisement musculaire et les vertiges provoqués par l'inhalation concentrée. Certains s'effondrent pendant les services, inconscients, avant de toucher les dalles de marbre, leurs encensoirs roulant et dispersant des braises qui brûlent les tapisseries ou les vêtements des fidèles. Les protocoles ecclésiaux stipulent que les corps doivent être immédiatement évacués sans perturber le déroulement liturgique. Serviteurs auxiliaires traînant les turiféraires défaillants vers des alcôves latérales où ils reprennent conscience ou meurent selon la sévérité de leur intoxication aiguë. Ceux survivants retournent au service dès la récupération de leur mobilité basique, aucune période de convalescence n'étant accordée car le calendrier liturgique ne tolère aucune interruption et les turiféraires de réserve manquent systématiquement en raison des taux d'attrition constants. Les espérances de vie moyennes des turiféraires s'établissent autour de 28 années standards, bien que cette statistique masque des variations considérables selon les cathédrales et leur formulation d'encens spécifique. Les sanctuaires, utilisant des mélanges particulièrement riches en mercure, voient leurs servants périr avant 20 ans, système nerveux dissous par des concentrations neurotoxiques. D'autres employant principalement des arsenics connaissent des morts plus lentes, cancers proliférant dans les poumons et foie sur des décennies d'exposition cumulative. Aucune cathédrale ne maintient de registre précis concernant la mortalité de ces turiféraires, ces servants étant considérés comme consommables liturgiques au même titre que les chandelles ou l'encens lui-même. Leur remplacement géré par des réquisitions automatiques auprès des schola progenium, produisant un flux constant d'orphelins disponibles. Les corps sont généralement incinérés sans cérémonie, leurs cendres dispersées dans les jardins cathédrales où elles fertilisent les rosiers ornant les cloîtres, cycle organique fermant leur existence en contribution botanique mineure. Certains turiféraires atteignent exceptionnellement 40 années, patriarches vénérés de leurs fonctions dont les corps témoignent de décennies d'empoisonnement cumulatif. Leurs cheveux ont blanchi précocement avant de tomber entièrement, crâne luisant marqué de taches hépatiques sombres. Leurs dents se sont desserrées puis perdues, gencives noires récédant jusqu'à exposer les racines, avant que celles-ci ne tombent également, laissant des bouches édentées incapables de mastication solide. Leurs colonnes vertébrales se sont courbées en arcs prononcés. Ostéoporose induite par le plomb fragilisant les vertèbres jusqu'à l'effondrement compressif. Ils marchent courbés, visage perpétuellement incliné vers le sol, respiration sifflante traversant des poumons cicatrisés en tissus fibreux rigides. L'ecclésiarchie les présente comme exemple de piété durable, leur longévité miraculeuse prouvant supposément que la foi protège les dévoués, narrative ignorant délibérément que leur survie résulte uniquement de variations génétiques fortuites, conférant une résistance métabolique légèrement supérieure aux toxines, plutôt que de quelque intervention divine. Ces vétérans forment les nouveaux apprentis, transmettant les techniques gestuelles et les prières, accompagnant chaque mouvement d'encensoir, perpétuant une tradition qui continuera de consumer des vies juvéniles, tant que l'impérium considérera le spectacle liturgique plus sacré que les existences anonymes sacrifiées pour le produire. Les rares turiféraires atteignant la retraite par incapacité physique totale ne quittent jamais les enceintes cathédrales. Ils sont assignés à des fonctions sédentaires, polissage d'objets liturgiques ou récitation de prières perpétuelles dans des chapelles isolées, où leur présence défigurée n'offenseront pas les sensibilités des fidèles fortunés. Leur tremblement permanent rendent au même ces tâches simples ardues, objets glissant de leurs mains insensibles, prières bégayées par des langues engourdies. Ils meurent généralement dans ces retraites obscures, seuls, leur décès, découvert seulement lorsque l'absence aux offices communs, se prolonge suffisamment pour justifier investigation. Personne ne pleure ces morts, car les turiféraires n'ont jamais possédé de famille au-delà de la hiérarchie ecclésiale, orphelins restés orphelins même après des décennies de service, leurs existences entières consumées littéralement et métaphoriquement par des fumées censées élever les âmes vers l'empereur, mais ne produisant finalement que cendres humaines additionnelles, nourrissant des jardins que ces servants brisés ne contemplent jamais.
Les forges-mondes nécessitent une surveillance humaine continue de leurs systèmes automatisés. Paradoxe théologique, où les machines sacrées requièrent des esprits biologiques pour surveiller leur fonctionnement, bien que ces esprits soient considérés comme infiniment inférieurs aux intelligences artificielles qu'ils supervisent. Le Mechanicus résout cette contradiction en créant des observateurs-serviteurs, catégorie hybride distincte des serviteurs de travail standard, équipés de modifications neurologiques, préservant certaines capacités cognitives, tout en supprimant toute autonomie décisionnelle. Leurs cerveaux subissent des lobotomies partielles ciblant spécifiquement les régions associées à la volonté, l'initiative et l'autopréservation, laissant intactes les zones permettant la reconnaissance de patterns, l'analyse comparative et la mémorisation procédurale. Le résultat produit des consciences fragmentaires capables de détecter les anomalies dans des flots de données, mais incapables de questionner pourquoi elles effectuent cette tâche ou d'imaginer une existence alternative. Ils demeurent prisonniers d'un présent éternel, sans passé remémorable ni futur concevable. Existence réduite à la pure fonction observationnelle sans contexte ni signification personnelle. Les chambres de surveillance s'étendent sur des kilomètres dans les profondeurs des forges-mondes, cavernes artificielles remplies de rangées d'alcôves où des milliers d'observateurs-serviteurs restent branchés en permanence à des flux de données transmis depuis les réacteurs plasma, les lignes d'assemblage automatisées, les batteries de défense orbitale, les centrales géothermiques. Chaque observateur monitore simultanément entre 50 et 200 flux distincts projetés directement dans leur cortex visuel par des implants oculaires remplaçant leurs yeux biologiques. Ils ne voient plus le monde physique, mais uniquement des cascades de chiffres, graphiques de température, schémas de pression, séquences de codes binaires défilant à des vitesses dépassant la perception humaine normale. Leur cerveau modifié traite ces informations à un niveau préconscient, algorithmes neuronaux entraînés par conditionnement pavlovien à reconnaître les déviations statistiques signalant des dysfonctionnements potentiels. Lorsqu'une anomalie apparaît, ils émettent un signal d'alerte via des implants Vox greffés dans leur gorge, tonalité codée, transmettant la nature et localisation du problème aux technoprêtres responsables, sans jamais formuler de pensée consciente concernant ce qu'ils rapportent. L'immobilité constitue leur condition permanente. Les observateurs-serviteurs sont enchâssés dans des cadres métalliques, soutenant leurs corps atrophiés, muscles ayant fondu après des années sans mouvement volontaire, squelettes déminéralisés par l'absence totale d'activité physique. Leur peau pâlisse jusqu'à la translucidité, veines bleuâtres visibles sous des épidermes, n'ayant jamais connu la lumière solaire, ni même l'éclairage artificiel standard, car les chambres de surveillance restent plongées dans une obscurité presque totale. Seules les lueurs spectrales des interfaces de données, illuminant faiblement les rangées d'alcôves. Les fonctions corporelles basiques sont gérées par des systèmes de cathétérisation permanente, fluides nutritifs injectés directement dans des veines centrales, tandis que les déchets sont drainés continuellement, éliminant tout besoin de mouvement ou même de conscience concernant les nécessités biologiques. Certains observateurs fonctionnent ainsi pendant 40 années sans jamais quitter leur cadre, leur corps se fusionnant littéralement avec les structures métalliques, chair cicatrisant autour des points de contact jusqu'à ce qu'aucune séparation claire n'existe plus entre organisme et armature. Les technoprêtres considèrent ces observateurs comme des composants semi-organiques des forges, éléments interchangeables dont les défaillances justifient un remplacement plutôt qu'une réparation. Lorsqu'un observateur cesse de fonctionner adéquatement, signaux d'alerte devenant erratiques ou absents malgré des anomalies évidentes dans les flux surveillés, des serviteurs de maintenance débranchent simplement les connexions neurales et retirent le corps du cadre. Les observateurs défaillants demeurent parfois conscients durant cette extraction, leur cerveau suffisamment intact pour percevoir leur propre évacuation, mais trop fragmenté pour comprendre sa signification ou ressentir une quelconque émotion concernant leur sort. Ils sont transportés vers des incinérateurs biomasse, où leurs restes organiques sont convertis en pâtes protéiques recyclées pour nourrir d'autres serviteurs, leurs implants cybernétiques récupérés, nettoyés et réinstallés dans de nouveaux sujets fraîchement lobotomisés.
Cette circularité matérielle reflète la théologie mécaniste, considérant la matière comme éternellement réutilisable, tandis que les esprits individuels ne représentent que des perturbations temporaires dans le flux éternel de la fonction. Les sources d'approvisionnement en observateurs potentiels proviennent principalement des populations serviles des forges-mondes elles-mêmes. Individus ayant commis des infractions mineures aux régulations industrielles, ou simplement désignés par des quotas de conversion imposés aux districts surpeuplés. Les familles reçoivent parfois des notifications concernant la transformation de leurs membres, documents administratifs laconiques stipulant que l'individu nommé a été sélectionné pour élévation au service sacré du dieu machine. Ces euphémismes masquent à peine la réalité que tous comprennent sans pouvoir protester, car contester les décisions du Mechanicus entraîne invariablement des sélections additionnelles parmi les contestataires et leurs proches. Les adieux s'effectuent donc dans un silence résigné, familles sachant qu'elles ne reverront jamais leurs disparus sous quelque forme reconnaissable. Bien que techniquement, les observateurs-serviteurs continuent d'exister pendant des décennies après leur transformation. Cette existence réduite ne compte cependant pas comme vie véritable dans la compréhension commune, créant une catégorie liminale entre vivants et morts, que les populations forges mondiales apprennent à ne pas examiner trop attentivement. Certaines forges expérimentent avec des observateurs conservant davantage de conscience, hypothèse que des fragments d'ego préservés pourraient améliorer la qualité de surveillance en permettant des intuitions dépassant la simple reconnaissance de patterns. Ces expériences produisent des résultats catastrophiques, observateurs piégés dans leur cadre avec une lucidité suffisante pour comprendre leurs conditions, mais aucune capacité de s'y soustraire. Ils développent des psychoses aiguës, hurlements mentaux, ne trouvant aucune expression vocale car leurs implants Vox ne transmettent que des codes d'alerte préprogrammés. Certains tentent de se suicider en générant volontairement des signaux erronés, espérant provoquer des dysfonctionnements critiques qui détruiraient dans leur section de forge, sabotage détecté invariablement par des systèmes redondants et résultant simplement en leur déconnexion et remplacement. Les technoprêtres documentent ces échecs dans des rapports techniques, concluant que la conscience représente un handicap pour la fonction observationnelle pure, validant ainsi les procédures de lobotomie extensive comme optimales, malgré ou précisément en raison de leur cruauté inhérente. Les observateurs-serviteurs ne rêvent pas, car les régions cérébrales générant les rêves ont été excisées. Mais certains développent des patterns neuronaux récurrents que les moniteurs encéphalographiques enregistrent comme ondes quasi-périodiques sans signification fonctionnelle apparente. Les magis étudiant ces phénomènes spéculent qu'ils représentent peut-être des échos résiduels de personnalités effacées, fragments de mémoire trop profondément enracinés pour être supprimés par la lobotomie et continuant de circuler inutilement dans des cerveaux devenus incapables de les interpréter. Ces échos ne perturbent pas les fonctions primaires et sont donc tolérés comme artefacts neurologiques bénins, fantômes synaptiques, hantant des consciences trop mutilées pour les reconnaître comme souvenirs de ce qu'elles furent, avant que les scalpels du Mechanicus ne les transforment en extensions semi-vivantes d'une infrastructure industrielle s'étendant à travers des continents entiers de métal et de feu, où des millions d'observateurs similaires maintiennent leur veille éternelle sur des machines qui ne remarquent ni n'apprécient leur sacrifice perpétuel. L'Ordo Hereticus maintient des archives détaillant chaque monde soumis à l'exterminatus, chroniques exhaustives documentant les circonstances précédant l'annihilation, les hérésies justifiant la sentence, les méthodes employées pour l'exécution et les conséquences stratégiques résultant de la perte planétaire. Ces registres ne peuvent être confiés aux cogitateurs, car les données contiennent des informations théologiquement contaminantes, descriptions de corruption dont la simple lecture pourrait infecter une intelligence artificielle et propager l'hérésie à travers les réseaux informatiques impériaux. La transcription doit donc s'effectuer manuellement par des scribes humains, dont les esprits seront inévitablement souillés par leur exposition aux détails qu'ils documentent, sacrifice accepté comme nécessaire pour préserver l'intégrité des archives. Ces scribes sont sélectionnés parmi les novices de l'Adepta Sororitas, ayant échoué les épreuves finales de leur formation, individus possédant une foi jugée suffisamment robuste
pour résister temporairement à la corruption, mais insuffisante pour mériter l'élévation au rang de sœurs de bataille. Leur échec antérieur les qualifie paradoxalement pour un service où leur destruction spirituelle progressive est considérée comme acceptable, car ils représentent déjà des ressources ecclésiastes défaillantes, autrement destinées à des fonctions subalternes sans importance stratégique. Les chambres d'archivage occupent des sections profondes des forteresses inquisitoriales, cavernes converties en scriptorium, où règne un froid perpétuel et une humidité contrôlée, préservant les parchemins millénaires. Les scribes travaillent isolés dans des alcôves séparées par des cloisons de pierre épaisse, ségrégation nécessaire, car les conversations entre scribes risqueraient de croiser des informations compartimentées et révéler des patterns hérétiques plus larges qu'aucun individu seul ne devrait percevoir. Ils reçoivent des documents sources via des serviteurs muets ayant subi des ablations linguales, pages scellées dans des tubes de plomb que les scribes ouvrent dans leurs alcôves avant de commencer la transcription. Les textes décrivent des atrocités méticuleusement documentées, populations entières transformées en cultistes démoniaques, mutations génétiques se propageant par contagion psychique, gouverneurs planétaires ayant vendu leur monde à des entités warp en échange de pouvoirs éphémères. Chaque détail doit être copié exactement, préservant même les incohérences et contradictions présentes dans les rapports originaux, car toute édition risquerait de supprimer des éléments apparemment insignifiants mais potentiellement cruciaux pour de futures investigations inquisitoriales. L'exposition cumulative corrode progressivement les défenses mentales des scribes. Les premières semaines passent sans incident notable, foi initiale suffisant à maintenir une distance psychologique face aux horreurs transcrites. Les mois suivants voient l'émergence de cauchemars récurrents, consciences endormies rejouant les scènes décrites pendant leurs heures de veille, rêves peuplés de visions empruntées aux rapports inquisitoriaux qu'ils ne peuvent distinguer de leurs propres imaginations. Après une année standard, la plupart développent des convictions délirantes concernant des corruptions invisibles les entourant, persuadés que leurs collègues scribes sont secrètement hérétiques ou que les inquisiteurs superviseurs testent leur loyauté par des mises en scène élaborées. Ces paranoïas ne sont pas entièrement injustifiées, car l'Ordo surveille effectivement tous les scribes pour détecter des signes de contamination idéologique, créant une dynamique où les peurs persécutoires correspondent partiellement à des menaces réelles, rendant impossible la distinction entre vigilance légitime et psychose induite. Les protocoles de sécurité interdisent toute interaction sociale au-delà du strictement nécessaire. Les scribes mangent seuls dans leurs alcôves, dorment dans des cellules individuelles adjacentes au scriptorium, prient dans des chapelles minuscules où ils ne croisent jamais d'autres fidèles. Cette isolation totale accélère la désintégration mentale. Cerveaux humains non conçus pour la solitude permanente développant des hallucinations compensatoires, voix imaginaires offrant la compagnie que la réalité refuse. Certains scribes commencent des dialogues avec ces présences fantômes, conversations audibles à travers les cloisons pierreuses, monologues apparents que les surveillants inquisitoriaux interprètent comme premiers symptômes de possession ou communication avec des entités warp. Les scribes suspects sont extraits immédiatement, interrogés par des interlocuteurs dont les méthodes ne distinguent pas clairement entre investigation et torture, puis exécutés si leurs réponses révèlent une contamination même marginale. Les exécutions s'effectuent dans les scriptoriums mêmes, corps incinérés sur place pour prévenir toute propagation de souillure. Leurs alcôves purifiées rituellement avant d'être réassignés à de nouveaux scribes, ignorant le sort de leurs prédécesseurs. Les durées de service moyennes s'établissent autour de 18 mois avant que les scribes ne deviennent inutilisables, soit par effondrement mental complet, soit par contamination hérétique détectable. Ce taux d'attrition nécessite un recrutement constant, flux de novices échoués, transformés en scribes sacrificiels, dont les vies se mesurent désormais en volume de damnation documenté, plutôt qu'en années standards. Quelques individus exceptionnels survivent 5 années ou davantage, leur psyché développant apparemment des résistances anormales à la corruption informationnelle. L'Ordo étudie ces anomalies avec intérêt,
cherchant à identifier les facteurs génétiques ou spirituels conférant cette immunité relative, mais les recherches demeurent inconclusives car chaque scribe résistant présente des profils psychologiques et biologiques différents, sans pattern commun identifiable. Ces survivants prolongés deviennent progressivement inhumains, d'une manière distincte de la corruption démoniaque, leur personnalité s'effaçant non par possession, mais par surexposition à l'horreur, jusqu'à ce qu'ils ne ressentent plus rien, automates émotionnels transcrivant des génocides avec la même indifférence que des inventaires de fournitures. Les archives ainsi constituées s'étendent sur des kilomètres de rayonnage, parchemins empilés dans des conditions préservant leur lisibilité pendant des millénaires. Chaque monde exterminé génère approximativement 300 kg de documentation, détaillant sa chute et destruction. Masse papier représentant des mois de travail scribeux et généralement plusieurs vies consumées par la transcription. Les inquisiteurs consultent rarement ces archives, car la plupart des informations qu'elles contiennent concernent des menaces déjà éradiquées, leur valeur résidant principalement dans l'établissement de précédents théologiques pour justifier de futurs exterminatus. Cette utilisation occasionnelle ne justifie économiquement pas le coût humain de leur maintenance, mais l'ordo perpétue le système par principe doctrinal affirmant que chaque hérésie doit être documentée indépendamment de l'utilité pratique de cette documentation. Les scribes meurent donc pour créer des registres que personne ne lira peut-être jamais, leur sacrifice validé non par ses résultats mais par sa conformité à des protocoles institutionnels acquérant avec le temps un caractère quasi liturgique. Certaines alcôves contiennent des scribes ayant perdu entièrement la raison mais continuant mécaniquement leur travail, mains traçant des caractères gothiques parfaitement formés, tandis que leur bouche marmonne des incantations hérétiques ou pleure silencieusement. Les surveillants ne les interrompent pas tant que leur production reste précise, considérant leur état mental dégradé comme irrelevant face à la qualité technique de leur transcription. Ces scribes zombies fonctionnent parfois pendant des mois additionnels après leur effondrement psychologique initial, corps maintenu en mouvement par de purs réflexes conditionnés, même après que toute conscience cohérente s'est dissoute. Ils s'arrêtent finalement de manière abrupte, mains se figeant au milieu de mots inachevés, regards vitreux fixant des parchemins qu'ils ne voient plus. La mort les prend souvent dans ces postures de travail, cadavres découverts des heures ou jours, plus tard encore, assis devant leur pupitre, leur dernière transcription analysée, pour vérifier l'absence d'erreur avant que leur corps ne rejoigne les incinérateurs et que leurs alcôves n'accueillent la prochaine génération de scribes, condamnés à documenter des apocalypses planétaires jusqu'à ce que leur propre apocalypse personnelle les consume à leur tour. Les reliquaires sacrés abritant les ossements de saints anciens émettent fréquemment des radiations mesurables, phénomène que l'ecclésiarchie interprète comme manifestation tangible de la sainteté, imprégnant la matière organique des martyrs. Les analyses techniques révèlent que ces émanations résultent d'exposition des saints à des environnements radioactifs durant leur vie, ou de contamination post-mortem lors de batailles impliquant des armes atomiques, mais la doctrine ecclésiale rejette ces explications matérialistes au profit d'interprétations théologiques affirmant que la foi elle-même génère des énergies mesurables par les instruments impériaux. Indépendamment de leurs origines, ces radiations nécessitent une gestion, car les reliquaires occupent souvent des positions centrales dans les cathédrales, où des millions de fidèles circulent quotidiennement. Exposition cumulative risquant de produire des taux de cancer incompatibles avec le maintien des populations urbaines environnantes. La solution adoptée consiste à assigner des gardiens reliquaires, dont la fonction explicite demeure la protection des ossements sains, mais dont le rôle implicite consiste à absorber biologiquement les radiations avant qu'elles n'atteignent les congrégations générales, boucliers humains interposés entre les saints morts et les fidèles vivants. Les gardiens sont sélectionnés parmi les pénitents accomplissant des sentences pour péchés mineurs, crimes théologiques insuffisamment graves pour justifier l'exécution, mais requérant des expiations prolongées. On leur présente l'assignation comme opportunité de racheter leurs âmes par service direct aux saints, honneur rarissime, généralement réservé aux plus dévoués.
Cette rhétorique masque soigneusement que leur pénitence s'accomplira par une mort lente d'irradiation cellulaire, information jamais explicitement divulguée, bien que les pénitents observant leurs prédécesseurs pourraient théoriquement déduire leur destin s'ils possédaient les connaissances médicales nécessaires. La plupart acceptent avec gratitude, persuadés que leur proximité aux reliques saints facilitera leur salut éternel, foi sincère, exploitée par une hiérarchie ecclésiale parfaitement consciente des réalités biologiques qu'elle dissimule sous des euphémismes liturgiques. Les gardiens commencent leur service en santé relative, corps encore intacts, portant seulement les stigmates de leur pénitence antérieure, flagellation cicatrisée ou jeûne prolongé, ayant réduit leur masse corporelle sans compromettre leurs fonctionnalités essentielles. Les reliquaires majeurs contiennent parfois des crânes entiers de saints ayant péri dans des explosions atomiques lors des guerres d'unification, ossements saturés de strontium radioactif et césium accumulés dans leurs structures minérales pendant 10 millénaires, sans décroissance significative. Les gardiens assignés à ces reliques dorment dans des alcôves adjacentes au sanctuaire, leurs lits positionnés à moins de 3 mètres des chasses blindées insuffisamment pour bloquer les rayonnements gamma. Ils passent 16 heures quotidiennes en présence directe des reliques, priant agenouillés sur des dalles de marbre dont les veines présentent des discolorations, révélant des décennies d'exposition radiologique. Leurs corps deviennent progressivement des éponges, absorbant les particules ionisantes, tissus biologiques interceptant ce qui autrement contaminerait les fidèles visitant les sanctuaires pour de brèves dévotions. Les premiers symptômes apparaissent après 3 mois, nausées matinales que les gardiens attribuent à l'intensité de leurs expériences spirituelles plutôt qu'aux destructions cellulaires s'accélérant dans leur estomac et intestins. Les cheveux tombent en touffes lors du 6e mois, crâne se dégarnissant en patterns irréguliers que l'ecclésiarchie réinterprète comme tonsures spontanées marquant leur progression vers la sainteté. Les peaux développent des rougeurs persistantes, puis des ulcérations ne cicatrisant jamais complètement, plaies ouvertes, suintant continuellement des sérums clairs que les chirurgiens barbiers ecclésiastes traitent avec des onguents inefficaces, tout en murmurant des bénédictions. Les systèmes immunitaires s'effondrent, infections opportunistes proliférant dans des organismes devenus incapables de produire les leucocytes nécessaires à la défense basique. Les gardiens toussent du sang, leurs poumons se déchirant sous l'effet de lésions radiologiques, expectoration écarlate, maculant les dalles qu'ils nettoient rituellement chaque soir pour maintenir la pureté des sanctuaires. Vers le 12e mois, la plupart ne peuvent plus se tenir debout sans assistance, squelettes fragilisés par l'ostéoporose radiologique se fracturant sous leur propre poids, vertèbres s'effondrant en compressions successives, réduisant leur taille de plusieurs centimètres. L'ecclésiarchie fournit des soins palliatifs minimaux, analgésiques rudimentaires, atténuant partiellement les douleurs osseuses, sans traiter leurs causes sous-jacentes. Les prêtres visitent quotidiennement les gardiens mourants, offrant des consolations théologiques, affirmant que leurs souffrances rachètent leurs péchés antérieurs et garantissent leur place aux côtés de l'empereur. Ces assurances procurent un réconfort authentique aux gardiens dont les esprits demeurent généralement intacts jusqu'aux phases terminales. Conscience lucide piégée dans des corps, se désintégrant cellule par cellule. Ils prient avec ferveur croissante proportionnelle à leurs agonies, voix affaiblie récitant des litanies pendant des heures continues, cherchant dans la dévotion verbale une distraction face aux sensations de dissolution interne que nul analgésique ne peuvent masquer entièrement. Certains développent des visions qu'ils interprètent comme apparitions divines. Hallucinations probablement causées par des dommages radiologiques aux lobes temporaux, mais vécues comme validation de leur sacrifice. Rencontres mystiques avec les saints, même dont ils gardent les ossements mortels. Les décès surviennent généralement entre 15 et 20 mois après l'assignation initiale, variables selon les niveaux de radiation spécifiques à chaque reliquaire et les résistances biologiques individuelles. Les corps sont incinérés dans des crématoires spécialisés équipés pour gérer des restes radioactifs, leurs cendres scellées dans des urnes de plomb, entreposées dans des catacombes profondes où elles décroîtront pendant des siècles avant d'atteindre des niveaux de radiation ambiants. L'ecclésiarchie ne sanctifie jamais ses gardiens, malgré leur mort manifestement sacrificielle,
car élever au rang de saints des individus ayant commis des péchés antérieurs, même mineurs, établirait des précédents théologiques problématiques. Leurs noms sont inscrits dans des registres de pénitents accomplis conservés dans des archives accessibles uniquement aux administrateurs ecclésiastes, reconnaissance bureaucratique remplaçant toute commémoration publique. Les nouveaux gardiens occupent les alcôves immédiatement après le décès de leurs prédécesseurs, cycle de remplacement maintenu sans interruption, car les reliques émettent perpétuellement et nécessitent donc des boucliers biologiques continuels. Certains reliquaires contiennent des ossements multiples de saints différents, concentration radiologique particulièrement intense, requérant des équipes de gardiens plutôt que des individus isolés. Ces groupes développent des dynamiques sociales particulières, solidarité formée par la conscience partagée de leur mortalité imminente, créant des liens fraternels intenses que la hiérarchie ecclésiale encourage comme manifestation de charité chrétienne. Ils se soutiennent mutuellement durant leur déclin physique, portant ceux devenus trop faibles pour marcher, nourrissant ceux dont les mains tremblent trop violemment pour tenir des cuillères, nettoyant ceux ayant perdu le contrôle de leurs fonctions corporelles. Ces actes de compassion mutuelle contrastent avec l'indifférence institutionnelle de l'ecclésiarchie, qui les considère comme unités interchangeables plutôt que comme personnes méritant une dignité individuelle. Les gardiens mourants trouvent néanmoins du sens dans ces gestes. Leurs dernières semaines, illuminées par des amitiés authentiques, transcendant brièvement la cruauté systémique de leur exploitation liturgique. Les fidèles visitant les sanctuaires ignorent généralement l'existence des gardiens reliquaires. Ces derniers maintenant une invisibilité discrète, conformément au protocole ecclésiaste, stipulant que l'attention doit rester focalisée sur les saints plutôt que sur leurs servants vivants. Les rares occasions où des pèlerins remarquent les gardiens décharnés agenouillés près des chasses provoquent souvent des réactions de vénération, fidèles interprétant leurs apparences émaciées comme preuve d'ascétisme extrême, plutôt que symptômes d'empoisonnement radiologique. Certains demandent des bénédictions à ces figures squelettiques qu'ils présument saints vivants, requête que les gardiens accordent humblement, malgré leur conviction personnelle d'être simplement des pécheurs expiants. Cette méprise ironique où les mourants irradiés bénissent les bien-portants ignorants encapsule la logique théologique tordue, permettant à l'impérium de transformer systématiquement la souffrance en sainteté et l'exploitation en dévotion. Alchimie rhétorique convertissant des agonies radiologiques en grâce liturgique, sans jamais reconnaître ouvertement le sacrifice humain fondant cette économie sacramentelle perpétuelle. Les mondes désertiques du segmentum solar abritent des ordres pénitentiels pratiquant des formes d'expiation corporelle considérées extrêmes même selon les standards ecclésiaux impériaux, tradition remontant au 1er siècle suivant l'hérésie d'Horus, lorsque des populations entières cherchaient à démontrer leur loyauté inébranlable à travers des souffrances volontaires dépassant toute rationalité. Les marches solaires d'absolution constituent l'expression la plus radicale de ces pratiques. Pèlerinage à travers des déserts où les températures diurnes atteignent 75 degrés standard et où aucune source d'eau naturelle n'existe sur des centaines de kilomètres. Les participants marchent pieds nus sur des sables vitrifiés par des radiations solaires concentrées, portant uniquement des robes de toile grossière, offrant aucune protection contre l'insolation, interdit de boire ou manger pendant la durée totale du trajet calculé, pour durer 40 jours, symbolisant les épreuves légendaires de saintes mythiques. L'objectif déclaré consiste à purifier l'âme par l'anéantissement progressif de la chair. Doctrine théologique affirmant que seule la souffrance extrême peut brûler les impuretés spirituelles et préparer le pénitent à une communion authentique avec l'empereur. Les organisateurs ecclésiastes recrutent les participants parmi des populations ayant commis des transgressions collectives, planètes dont les gouverneurs ont temporairement dévié de l'orthodoxie impériale ou districts urbains ayant manifesté des taux d'hérésie statistiquement élevés. On présente la marche comme opportunité d'éviter des sanctions planétaires plus sévères, villages entiers se portant volontaires pour sacrifier une portion de leurs populations adultes en échange de clémence pour les survivants. Les sélectionnés comprennent qu'ils marchent probablement vers leur mort
mais acceptent par loyauté familiale ou régionale, préférant périr individuellement plutôt que de voir leur communauté entière soumise à des répressions aveugles. Les départs s'effectuent lors de cérémonies publiques où des foules rassemblées regardent les pénitents franchir les portes des cités fortifiées et disparaître dans les étendues désolées, s'étendant jusqu'aux horizons tremblants de mirages thermiques. Aucune escorte ne les accompagne, car la doctrine stipule que chaque pénitent doit affronter seul le désert, bien que des groupes marchent généralement ensemble initialement, avant que la déshydratation et l'épuisement ne fragmentent leur cohésion. Les premiers jours consument principalement les réserves hydriques corporelles. Les pénitents transpirent abondamment sous le soleil implacable, leurs robes trempées de sueur évaporant presque instantanément et laissant des dépôts de sel cristallisant sur les tissus. La soif devient obsessionnelle après 48 heures, langue gonflant dans des bouches asséchées, salive disparaissant entièrement et rendant la déglutition douloureuse, même sans rien à avaler. Les hallucinations commencent vers le 3e jour, cerveau déshydraté générant des visions d'oasis et rivières qui disparaissent lorsque approchées, torture psychologique s'ajoutant aux agonies physiques. Certains pénitents succombent à ces mirages et déviennent de leur trajectoire, errant en cercle jusqu'à l'effondrement final, leur corps momifié rapidement par la chaleur extrême et découvert des semaines plus tard, par des expéditions de récupération, collectant les cadavres pour incinération rituelle. Les survivants développent une discipline mentale ignorant systématiquement toute perception suspecte, marchant les yeux mi-clos pour réduire l'exposition sensorielle et minimiser les tentations illusoires. La déshydratation sévère produit des défaillances organiques en cascade. Les reins cessent de fonctionner après 5 jours sans liquide, toxines s'accumulant dans le sang et provoquant des confusions mentales croissantes. Les volumes sanguins diminuent dramatiquement, cœur pompant avec difficulté, des fluides épaissis circulant mal dans des vaisseaux contractés. Les températures corporelles augmentent incontrôlablement, thermorégulation échouant face à des environnements dépassant la capacité biologique humaine de dissipation thermique. Les peaux rougissent, puis brunissent, brûlure du 2e degré couvrant les surfaces exposées, visage boursouflant en masque méconnaissable. Les lèvres se fendent en crevasses sanglantes, pieds lacérés par les sables abrasifs, laissant des traînées écarlates marquant les passages. Vers le 10e jour, la majorité des marcheurs ne peuvent plus avancer qu'en rampant, genoux et paumes déchirés par le sol brûlant. Progression réduite à quelques mètres horaires accomplis par pure volonté, surpassant toute rationalité physiologique. L'ecclésiarchie maintient des sanctuaires, jalonnant théoriquement les routes de marche, structures fortifiées contenant des réserves d'eau et ombre où les pénitents pourraient se réfugier et abandonner leurs épreuves. Accéder à ces sanctuaires constitue cependant un échec spirituel, reconnaissance publique que la foi du pénitent était insuffisante pour le porter jusqu'au terme. Ceux entrant dans les sanctuaires sont marqués au fer rouge sur le front, avec des symboles d'échec pénitentiel, stigmates permanents identifiant à jamais leur faiblesse spirituelle et les condamnant à des statuts sociaux dégradés dans leur communauté d'origine. Cette alternative entre mort probable et humiliation garantie crée une dynamique où la plupart des pénitents préfèrent continuer marchant, même après que leurs corps ont dépassé tout seuil raisonnable de survie. Obstination suicidaire, validée théologiquement comme démonstration de foi absolue. Les sanctuaires demeurent donc généralement vides, leurs gardiens ecclésiastes observant passivement les processions de moribonds ramper devant leurs portes sans jamais s'arrêter. Les taux de mortalité oscillent entre 82 et 95% selon les conditions climatiques spécifiques aux années de marche. Les survivants atteignant les destinations finales, généralement des monastères isolés positionnés 40 jours de marche depuis les points de départ, arrivent dans des états physiques catastrophiques, mais sont accueillis comme témoins vivants de la miséricorde impériale. Leur corps émacié pèse typiquement 40% de moins que leur masse initiale, muscles consumés par un catabolisme extrême, organes endommagés irréversiblement par des semaines de déshydratation. Les moines leur fournissent des soins médicaux basiques,
réhydratation graduelle pour éviter les chocs osmotiques fatals, traitement des infections colonisant leurs plaies multiples. La récupération complète demeure impossible, la plupart des survivants conservant des séquelles rénales permanentes, des troubles neurologiques causés par des épisodes hyperthermiques prolongés, des cicatrices couvrant l'intégralité de leur peau exposée. Ils retournent vers leur monde d'origine portant des certificats ecclésiastes attestant leur accomplissement pénitentiel, documents censés restaurer leurs statuts sociaux et effacer leurs péchés collectifs. Les communautés accueillent ces survivants avec vénération mêlée d'effroi, leurs apparences transformées en memento mori vivants, rappelant constamment les coups de la déviation théologique. Beaucoup ne réintègrent jamais pleinement les sociétés normales, traumatismes physiques et psychologiques, les ayant rendus inadaptés aux routines quotidiennes. Certains rejoignent des ordres monastiques locaux, consacrant leurs années restantes à la prière contemplative, dans des institutions reconnaissant leurs sacrifices, sans exiger d'eux une productivité qu'ils ne peuvent plus fournir. D'autres deviennent ermites, s'isolant dans des zones marginales où ils survivent par charité communautaire, présence silencieuse, rappelant les prix payés pour maintenir la conformité impériale. Leurs espérances de vie post-marche dépassent rarement 10 années supplémentaires, dommages organiques accumulés garantissant des déclins précoces, ponctués de maladies chroniques et défaillances systémiques progressives. L'ecclésiarchie documente méticuleusement chaque marche, registre détaillant les nombres de participants, taux de survie, origine planétaire des pénitents. Ces statistiques servent à calibrer les sévérités des pénitences futures imposées à d'autres populations déviantes, créant une économie théologique où les souffrances quantifiées deviennent des monnaies d'échange spirituelles. Les administrateurs ecclésiastes calculent précisément combien de vies consumées dans les déserts, équivalent au pardon d'une hérésie planétaire mineure, établissant des tables de conversion entre péchés collectifs et sacrifices pénitentiels requis. Cette arithmétique morbide ne trouble aucune conscience institutionnelle, car elle reflète simplement la logique impériale plus large, traitant les populations comme ressources exploitables pour maintenir la cohésion idéologique d'un empire, s'étendant sur des millions de mondes, où la terreur théologique demeure souvent l'unique force empêchant les fragmentations centrifuges qui autrement dissoudraient l'impérium en anarchie locale, incapable de résister aux menaces xénos et chaotiques, menaçant perpétuellement l'humanité depuis les ténèbres galactiques. Les bibliothèques du Departamento Munitorum s'enfoncent sous les surfaces de dizaines de mondes administratifs, complexes souterrains, où s'accumulent les enregistrements de chaque campagne militaire impériale depuis la Grande Croisade, documentation exhaustive détaillant non seulement les victoires glorieuses célébrées dans les propagandes officielles, mais également les innombrables exterminations de populations humaines, jugées trop corrompues, trop déviantes, ou simplement trop problématiques pour mériter la préservation. Ces génocides administratifs diffèrent des exterminatus par leur échelle réduite et leur méthode conventionnelle. Exécution planétaire partielle éliminant des milliards sans nécessiter l'annihilation totale des mondes concernés. Les archives documentent ces opérations avec une précision bureaucratique glaçante, rapports énumérant les méthodes employées, durée d'exécution, coûts logistiques, efficacité comparative entre fusillades de masse, gazages atmosphériques, famines induites et stérilisation forcée. Les archivistes chargés de cataloguer ces documents passent leurs existences entières à organiser des registres de massacres que l'impérium a délibérément choisi de ne jamais commémorer publiquement, histories effacées, transformées en données brutes, attendant des consultations qui surviennent rarement, car les leçons opérationnelles de ces exterminations ont été incorporées depuis longtemps dans les doctrines militaires standards. Les archivistes sont recrutés parmi les érudits ayant démontré des capacités mnémoniques exceptionnelles, mais des constitutions psychologiques jugées insuffisamment robustes pour les carrières inquisitoriales ou les services de renseignement actifs. Leur sensibilité émotionnelle excessive constitue paradoxalement leur qualification, car elle garantit qu'ils traiteront les documents avec le sérieux moral que leur contenu mérite, contrairement aux bureaucrates endurcis
qui pourraient les processer avec une indifférence facilitant les erreurs de classification. On leur explique durant leur formation initiale que leur travail préserve la mémoire institutionnelle nécessaire pour éviter la répétition d'erreurs tactiques passées, justification technique masquant la réalité que ces archives servent principalement à protéger légalement les commandants impériaux contre de futures accusations en documentant que chaque génocide suivait des protocoles approuvés par des autorités compétentes. Les archivistes commencent donc leur service convaincus de contribuer à l'amélioration des pratiques militaires impériales, illusion qui se dissipe progressivement à mesure qu'ils réalisent que les mêmes erreurs se répètent continuellement à travers les siècles, sans que les archives qu'ils maintiennent méticuleusement n'influencent jamais les décisions stratégiques contemporaines. Les chambres archivales s'étendent sur des kilomètres de rayonnage métallique, supportant des millions de datalates, cartouches mémorielles et parchemins physiques résistant mieux aux corruptions informatiques que les supports purement électroniques. Les archivistes travaillent dans un silence absolu. Seuls les bruissements occasionnels de pages tournées et les cliquetis de cogitateurs antiques perturbant une atmosphère oppressive comparable à celle de tombeaux. Chaque document doit être lu intégralement pour déterminer sa classification appropriée selon des systèmes taxonomiques byzantins distinguant entre extermination préventive, punitive, sanitaire ou économique, subdivision ultérieure catégorisant les méthodes, victimologie, justification théologique et conséquences démographiques. Un archiviste moyen traite quotidiennement entre 15 et 20 rapports de massacres, lectures durant lesquelles il absorbe des descriptions détaillées d'enfants gazés dans des bunkers scellés, populations affamées systématiquement pendant des années, jusqu'à l'extinction complète, stérilisation forcée, transformant des civilisations entières en générations terminales, condamnées à disparaître sans descendance. L'accumulation quotidienne de ces horreurs documentées érode inévitablement toute stabilité psychologique, processus que les superviseurs administratifs anticipent et acceptent comme coût opérationnel inévitable. Les premiers symptômes de détérioration mentale apparaissent généralement après 8 mois d'immersion continue dans les archives génocidaires. Les archivistes développent des insomnies chroniques, leur conscience rejouant obsessionnellement les scènes décrites dans les rapports lus durant leurs heures de veille. Les cauchemars peuplent leur bref sommeil fragmenté, visions où ils deviennent alternativement victimes et perpétrateurs des atrocités cataloguées, identification double générant des culpabilités irrationnelles qu'ils ne peuvent exprimer car reconnaître verbalement leur détresse risquerait de révéler une faiblesse psychologique justifiant leur renvoi et perte des pensions substantielles promises après 20 années de service. Ils continuent donc de fonctionner silencieusement malgré leurs effondrements intérieurs progressifs, masques de professionnalisme dissimulant des psychés, se fragmentant sous le poids de milliards de morts mémorisées. Vers la 2e année, beaucoup perdent leur capacité à ressentir des émotions appropriées face aux horreurs documentées. Anesthésies émotionnelles transformant des récits de souffrance massive en simples données abstraites dépourvues de charges affectives, mécanismes défensifs permettant la continuation fonctionnelle mais annihilant simultanément ce qui rendait ces individus humains initialement. Les interactions sociales deviennent progressivement impossibles. Les archivistes, tentant de maintenir des relations personnelles, découvrent qu'ils ne peuvent converser normalement sans que leurs esprits saturés de génocide n'intrudent involontairement. Références inappropriées aux massacres catalogués contaminant des discussions banales sur la météo ou la cuisine. Leurs perspectives morales se distordent par l'exposition continue à des atrocités normalisées par leur présentation bureaucratique, développant des relativismes éthiques où plus rien ne semble particulièrement choquant comparé aux extrémités documentées quotidiennement. Ils s'isolent donc progressivement, rupture conjugale et amitié abandonnée devenant statistiquement universelles après 5 années de service archival. Les baraquements résidentiels adjacents aux bibliothèques abritent ainsi des centaines d'archivistes solitaires, partageant une condition commune, mais incapables de se soutenir mutuellement, car leur traumatisation spécifique aux documents particuliers qu'ils ont traités crée des expériences incomparables malgré leur nature similaire.
Les tentatives de suicide se produisent avec une régularité que les administrateurs Monitorum ont appris à anticiper actuariellement, prévoyant des taux de pertes annuels de 3% par auto-élimination. Les corps sont découverts pendus dans les chambres archivales mêmes, parfois entourés de piles de dataslats, suggérant que certains documents spécifiques ont provoqué des effondrements psychologiques terminaux. Les investigations post-mortem cherchent à identifier ces rapports particulièrement destructeurs pour les marquer d'avertissements spéciaux. Mais les analyses révèlent généralement qu'aucun document individuel n'est responsable, simplement que l'accumulation quantitative atteint des seuils variables selon les résistances personnelles. Les suicides ne justifient aucune révision des protocoles de travail, car les remplacer par des serviteurs lobotomisés éliminerait la conscience nécessaire pour les jugements classificatoires complexes que ces archives requièrent. Les archivistes vivants nettoient les scènes de leurs collègues décédés. Tâche additionnelle non rémunérée, acceptée silencieusement, car refuser révélerait une sensibilité excessive, incompatible avec la continuation de leur emploi. Les rares archivistes, atteignant leur 20e anniversaire de service, reçoivent des pensions généreuses et des autorisations de retraite sur des mondes agraires paisibles, théoriquement propices à la récupération psychologique. La réalité voit la majorité incapable de s'adapter à des environnements normaux. Leurs esprits irrévocablement altérés par 2 décennies d'immersion dans les archives génocidaires. Ils développent des obsessions compulsives, documentant minutieusement leur propre vie quotidienne, reproduisant involontairement les comportements archivaux dans des contextes domestiques où cette minutie n'a aucune utilité. Certains construisent des archives personnelles, cataloguant des trivialités, collections de tickets de ravitaillement ou journaux météorologiques tenus avec la même rigueur qu'ils appliquaient autrefois aux massacres planétaires. D'autres sombrent dans des psychoses paranoïaques, convaincus que leur connaissance des génocides administratifs font d'eux des cibles pour des assassinats, silenciant des témoins gênants, peur non entièrement injustifiée, car l'Inquisition surveille effectivement les archivistes retraités et élimine occasionnellement ceux développant des tendances à partager publiquement des informations classifiées. Les archives continuent de croître exponentiellement, chaque année ajoutant des millions de pages documentant de nouveaux massacres perpétrés à travers une galaxie où la violence demeure la constante universelle. Les archivistes nouveaux remplacent les anciens dans un cycle perpétuel, chaque génération sacrifiant sa santé mentale pour préserver des mémoires que l'Imperium refuse de reconnaître publiquement, mais ne peut se résoudre à détruire, car même les tyrannies bureaucratiques possèdent des instincts de conservation documentaire transcendant toute logique pratique. Ces bibliothèques souterraines constituent ainsi des monuments involontaires aux contradictions impériales, espaces où l'obsession administrative pour l'exhaustivité entre en collision avec la nécessité propagandiste de nier ou minimiser les atrocités systémiques. Tension résolue en condamnant des milliers d'archivistes à porter individuellement le poids psychologique de connaissances que la société impériale dans son ensemble refuse d'affronter collectivement, externalisation cruelle, transformant des esprits humains en dépôts sacrificiels pour des culpabilités institutionnelles que nul ne souhaite assumer mais que tous perpétuent continuellement. Les générateurs plasmatiques alimentant les macro-cathédrales orbitales requièrent des ajustements manuels que nul serviteur lobotomisé ne peut effectuer, car les fluctuations énergétiques demandent des jugements intuitifs dépassant toute programmation binaire. Les techniciens plasma travaillent dans des chambres de confinement magnétique où les températures ambiantes oscillent entre 40 et 50 degrés standard, même lorsque les réacteurs fonctionnent normalement. Proximité nécessaire pour observer directement les tourbillons incandescents dont les instabilités précèdent les défaillances catastrophiques. Leur combinaison de refroidissement offrent une protection théorique, durant 6 heures, continue avant que leur système thermique ne sature. Délai rarement respecté, car les urgences opérationnelles exigent fréquemment des présences prolongées, dépassant toute limite sécuritaire. Les radiations secondaires traversent les blindages comme si ceux-ci n'existaient pas. Particules gamma et neutrons bombardant continuellement les tissus biologiques exposés, détruisant les liaisons moléculaires cellulaires avec une méthodologie implacable que nulle technologie impériale ne peut arrêter complètement. Les recrutements ciblent des populations forges mondiales
dont les existences alternatives n'offriraient guère mieux que la survie marginale dans des usines toxiques ou des mines souterraines. On leur présente les postes de technicien plasma comme promotion, accès à des formations techniques spécialisées et salaire triple des standards ouvriers, compensation justifiée officiellement par la complexité du travail, sans mentionner explicitement les coûts biologiques. Les candidats acceptent généralement par nécessité économique, familles élargies dépendant de leurs revenus supérieurs pour échapper aux famines cycliques, affectant les classes laborieuses, forge mondiale. Ils commencent vigoureux, corps jeune encore résilient face aux agressions radiologiques initiales, apprenant rapidement à interpréter les variations chromatiques des plasmas confinés et à ajuster les champs magnétiques avec des précisions millimétriques, empêchant les ruptures de confinement qui vaporiseraient instantanément tout dans un rayon de 100 mètres. Les premières années consument principalement les réserves biologiques superficielles. Les cheveux tombent définitivement après 8 mois, follicules détruits par les radiations jusqu'à l'impossibilité de régénération. Les peaux brunissent puis se couvrent de taches sombres, mélanome proliférant sur chaque surface exposée malgré les combinaisons censées protéger. Les fertilités disparaissent rapidement, gonades stérilisées par des doses cumulatives, rendant toute reproduction future impossible. Perte rarement regrettée, car les techniciens comprennent instinctivement que concevoir des enfants condamnés à hériter leur maladie radiologique constituerait une cruauté additionnelle. Vers la 5e année, les systèmes immunitaires commencent leurs déclins terminaux, infections banales devenant potentiellement mortelles, coupures mineures suppurant pendant des semaines, car les capacités cicatrisantes ont été érodées au niveau cellulaire. Les macrocathédrales orbitent pendant des siècles, monuments théologiques destinés à perdurer bien au-delà des vies individuelles de ceux maintenant leur fonctionnement. Les techniciens travaillant dans leurs entrailles comprennent qu'ils sont littéralement consumés pour alimenter des structures qui les oublieront instantanément après leur mort. Cette conscience ne génère pas nécessairement du ressentiment, car beaucoup ont intériorisé les doctrines impériales, affirmant que les vies individuelles n'ont de valeur que par leur contribution aux institutions éternelles. Ils trouvent du sens dans la perpétuité des cathédrales qu'ils maintiennent opérationnelles. Fierté professionnelle remplaçant les aspirations personnelles devenues impossibles dès que leurs corps ont commencé leur détérioration irréversible. Les équipes développent des solidarités profondes, techniciens vieillissants transmettant leurs expertises aux recrues nouvelles, dans des mentorats teintés de mélancolie, car chaque instructeur sait qu'il guide essentiellement ses successeurs vers les mêmes destins d'agonie prolongée qu'il expérimente actuellement. Les espérances de vie moyennes atteignent 12 années post-recrutement, bien que cette statistique masque des variations considérables. Certains périssent brutalement lors de ruptures de confinement, corps vaporisés, avant que leur conscience ne puisse enregistrer leurs annihilations. D'autres déclinent lentement sur 2 décennies, cancer métastatique, colonisant progressivement chaque organe, jusqu'à ce que leurs fonctions vitales s'effondrent simultanément. Les plus malchanceux développent des leucémies foudroyantes, transformant leur sang en fluide, incapable de transporter l'oxygène. Suffocation cellulaire, s'étendant sur des mois d'agonie que les analgésiques impériaux rudimentaires ne peuvent qu'atténuer partiellement. L'ecclésiarchie offre des sacrements finaux à tous, prêtres visitant les mourantes dans les infirmeries adjacentes aux chambres plasma, murmurant des bénédictions affirmant que leurs sacrifices garantissent leur salvation éternelle. Ces assurances apportent un réconfort variable selon les convictions personnelles. Certains mourants s'accrochant désespérément à ces promesses théologiques, tandis que d'autres expirent dans des silences suggérant des doutes qu'ils n'expriment jamais verbalement. Les corps sont éjectés dans l'espace depuis des sas dédiés. Funérailles expéditives, sans cérémonie élaborée, car les équipes survivantes doivent retourner immédiatement aux réacteurs dont les maintenances ne tolèrent aucune interruption. Les cadavres dérivent en orbite déclinante, jusqu'à ce qu'ils rencontrent les hautes atmosphères planétaires et se consument en traits lumineux brefs que nul ne remarque parmi les étoiles.
Cette disparition anonyme dans le vide reflète l'insignifiance calculée de vies dépensées pour maintenir des infrastructures théologiques, dont les grandeurs écrasent totalement les individus, les servants. Asymétrie qui constitue peut-être la vérité centrale de l'existence impériale, où des billions d'humains existent uniquement pour soutenir des structures, les dépassant infiniment en échelle et durée, leurs agonies mesurées non en souffrances subjectives mais en années de services extractibles, avant que leurs utilités ne s'épuisent définitivement.